à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les mardis, on s'intéresse au placement passion dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, les vins vendus aux enchères. L'année 2021 marque à nouveau un très bon cru. Ideal Wine, première plateforme française de vente de vin en ligne, cite donc elle aussi une nouvelle année record avec une demande de plus en plus forte pour les grandes signatures de la viticulture française. Raison de cet intérêt des investisseurs, type de vin plébiscité, hausse des prix, on en parlera en début d'émission avec sa cofondatrice. Et puis, dans Jeu Patrimoine, une question que vous êtes sûrement nombreux à vous poser. Avec l'inflation, mon loyer va-t-il augmenter? Dans les faits, c'est déjà le cas. L'INSEE a publié le nouveau chiffre de l'indice de référence des loyers. Il est en augmentation de 2,48% sur un an. À nuancer, puisque tous les loyers ne sont pas concernés. Nos deux experts nous diront surtout jusqu'où cette augmentation peut-elle aller. J'ai tout dit, Smart Patrimoine, c'est parti. Dans Patrimoine Passion, ce mardi, un marché qui a porté ses fruits en 2021, celui des vins vendus aux enchères. Plus de 80 000 lots sont vendus tous les ans en France, répartis entre les principaux acteurs du marché. Parmi eux, Ideal Wine, plateforme de vente de vins et de spiritueux en ligne. Angélique Delangzin, cofondatrice d'Ideal Wine et spécialiste du marché des enchères, nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je commence bien sûr cette émission par rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est fait. Angélique Delangzin, première question. Sur l'ensemble du marché du vin, que représente exactement celui de la vente aux enchères ? Alors la vente aux enchères, c'est une niche, c'est vraiment une très petite partie puisque l'année dernière, sur la plateforme d'Ideal Wine, 27,4 millions d'euros ont été adjugés sur un marché qui est un marché des grands crus qui en présente plus de 300, donc 300 millions. Donc c'est une petite part, mais c'est une part qui est absolument passionnante parce que en fait, elle réunit des amateurs extrêmement pointus et sont ceux-là qui nous montrent la voie de ce que va être le marché demain. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'analyser, de suivre leur comportement. Une toute petite part, mais qui augmente chaque année. Alors, c'est une part qui a même augmenté de façon très significative au cours des 5 dernières années. En tout cas, sur notre plateforme, plus de 150% de hausse en 5 ans. En valeur, l'année dernière, sur l'année 2021, plus 17% en valeur. Plus 7% en volume, c'est-à-dire une reprise par rapport à une année 2020 qui avait été marquée par évidemment les confinements et donc une moindre possibilité de se déplacer pour venir chercher les caves des particuliers souhaitant les vendre ou pour apporter soi-même ses vins aux enchères. Donc une nette reprise et même des records. Donc vous publiez le baromètre Ideal Wine 2022 des enchères du vin. Vous venez de parler, donc forte dynamique du marché. Comment vous l'expliquez ? Alors c'est un marché de grande rareté déjà, d'une part, avec une production qui est limitée par le système des appellations, par les marques, et puis en face de ça, une demande qui ne cesse de s'élargir et même de se mondialiser. Nous avons eu 60 pays qui sont venus enchérir sur la plateforme d'Ideal Wine l'année dernière. Donc il y a ce déséquilibre qui fait qu'on enregistre des prix records. C'est ça, c'est intéressant ce que vous dites sur les étrangers, les profils d'investisseurs sur ce type d'investissement français, étranger, quelle part, amateur, c'est ce que vous disiez, ou collectionneur, ou voilà, expliquez-nous un peu le profil. Alors déjà, en termes de répartition par pays, les acheteurs français constituent une part très, très solide et très résiliente en période de crise sur ce marché des grands crus, parce que finalement, l'année dernière, ils ont représenté encore quasiment la moitié, 49% des acheteurs. Après, l'Europe reste très intéressée par nos grands vins essentiellement français, puisque aux enchères, je précise que 95% des vins qui ont été vendus sont des vins français. C'est une grande fierté de notre vignoble hexagonal. Et donc, 49% de Français, 28% d'acheteurs européens, 19% d'acheteurs asiatiques, une proportion qui a connu une nette reprise en 2021 après une année 2020 beaucoup plus terne. Et puis 4% des vins d'acheteurs d'autres zones, et notamment des États-Unis, zone qui a connu aussi de grandes difficultés avec l'imposition. La législation a changé récemment. Oui, tout à fait. En fait, on a eu une imposition de ce qu'on a appelé les taxes Trump, c'est-à-dire 25%
à l'importation sur les vins français notamment, une taxe imposée ad valorem, donc extrêmement lourde, et qui a vraiment freiné les importations de vins aux États-Unis. Cette taxe a été levée en juin 2021, donc ça a permis une forte reprise des ventes sur place, mais ça reste malgré tout un marché très protectionniste, donc ça n'est pas simple. Combien de ventes alors aux enchères avez-vous organisées sur Ideal Wine l'année dernière, par exemple? Alors c'est la grande spécialité effectivement d'Ideal Wine, avec quasiment une vente par semaine. Donc 48 ventes ont été organisées l'année dernière contre 41 l'année précédente, ce qui a donné lieu à l'adjudication de plus de 190 000 flacons, et ce qui nous donne en fait une matière d'analyse absolument passionnante et unique au monde, parce que en fait on a une variété de vins et de régions qui sont représentées dans nos ventes aux enchères qui est totalement unique. On va rentrer dans le détail, justement, évidemment, des vignobles, des vins qui se sont démarqués l'année dernière. Combien vous êtes d'acteurs de la vente aux enchères en France actuellement sur ce secteur-là? Alors, il y a un certain nombre, il y a plusieurs domaines en fait. En matière de vente aux enchères, disons que nous sommes le seul acteur à ne faire que des enchères de vin. Donc ça, c'est une grande spécificité d'Ideal Wine, et c'est ce qui fait que Ideal Wine est le premier acteur français. En 2020, Ideal Wine a représenté 42% de la valeur adjugée en vente aux enchères de vin. 2021, le rapport annuel du Conseil des ventes n'est pas encore sorti pour l'année 2021, mais elle devrait venir confirmer cette première position. Disons qu'il y a 5 grands acteurs qui vendent du vin. Les autres ne vendent pas que ça. Le vin n'est même qu'une petite partie de ce qu'ils adjugent chaque année. Et puis après, il y a des maisons de vente régionales qui procèdent à 1 ou 2 ventes aux enchères par an. Donc c'est beaucoup plus restreint. Et le marché s'est vraiment très nettement concentré depuis ces dernières années. Marché nettement concentré, vous l'avez dit, donc forte dynamique en tout cas en 2021. Est-ce que cette forte dynamique, elle s'est aussi accompagnée d'une hausse des prix? Et si oui, à quel niveau? Alors la hausse de prix, oui, nous l'avons constaté. En fait, le prix moyen de la bouteille adjugée rapporté à un format de 75 centilitres s'est élevé à 139 € l'année dernière, ce qui représente une hausse de 9%. Donc un effet prix qui est significatif, mais qui surtout est c'est très hétérogène. C'est-à-dire on a constaté, et notamment en fin d'année dernière, une très forte concentration de la demande sur quelques grandes signatures, avec à la clé une véritable explosion des prix. Bon, vous allez nous dire alors quels vignobles se sont démarqués en 2021? Alors on a les 3 grands vignobles traditionnels que sont Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône, qui restent toujours très largement majoritaires, 84% de la valeur adjugée et 74% des volumes. Alors après, il y a un match Bordeaux-Bourgogne qui se joue. Bordeaux a le longtemps... Bordelais qui avait, pendant longtemps, s'était positionné c'était la région comme le numéro 1, avec des signatures qui sont mondialement renommées, qui le sont toujours d'ailleurs. Mais disons que aujourd'hui, la Bourgogne est venue empiéter sur les plates-bandes de Bordeaux. Alors Bordeaux reste la première région adjugée en volume, avec un peu plus de 40% des échanges de bouteilles, ce qui d'ailleurs marque une forte hausse, plus de 20% de progression en volume. En revanche, la Bourgogne, alors qui, elle, est une région qui produit quasiment 5 fois moins que Bordeaux, donc c'est vraiment déjà, il y a une disparité sur le marché primaire qui fait que normalement, on a beaucoup moins de Bourgogne. Et d'ailleurs, même en 2021, on a eu un phénomène de contraction des volumes, moins 7% des volumes de Bourgogne. Et pourtant, la Bourgogne, qui ne représente que 22% des volumes, est passé en première position en termes de valeur, avec plus de 38%. C'est peut-être cette rareté justement qui fait que... c'est exactement ça. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment, les prix ont explosé, on recherche ce qui est rare, et si on se place du côté des amateurs asiatiques, on recherche surtout ce que le voisin n'aura jamais. donc ça, c'est ce qui a fait à la clé de véritables records en Bourgogne. Pour vous citer le prix de la bouteille la plus chère adjugée l'année dernière, c'est un Musigny du domaine Leroy, donc un vin déjà très rare à la production, qui dans le millésime 2006 a atteint 28 244 €. Donc ça, c'est la bouteille qui a été vendue la plus chère
chez vous en 2021. Voilà, c'est ça l'équivalent 75 centilitres, enfin une bouteille de 75 centilitres, parce que après le flacon le plus cher, c'est également un vin de Bourgogne, hein, c'est un Échezeaux, un grand cru d'Échezeaux, un double magnum du domaine Bizot, qui, toujours dans le millésime 2006 d'ailleurs, a atteint 41 752 €. Ça, c'est un flacon qui est totalement emblématique, qui peut résumer d'ailleurs un petit peu les grandes tendances du marché, c'est-à-dire que c'est donc un vin de Bourgogne, de la Côte de Nuit, c'est la partie de la Bourgogne la plus recherchée. Un vin rouge, hein, parce qu'en fait, dans les ventes aux enchères, 75%, enfin les 3/4 des vins adjugés sont des vins rouges. C'est un vin, c'est également un vin nature. Et ça, c'est un des phénomènes aussi très marquants de l'année dernière aux enchères. C'est la poursuite de la recherche de vins de plus en plus bio, biodynamique et naturel. Oui, tout à fait. Donc ça sont des phénomènes qui se sont vraiment très nettement amplifiés au cours de l'année 2021. Là, vous nous avez parlé un peu des bouteilles dans le top 10. Oui. En moyenne, combien sont-elles vendues à peu près? Donc là, on était sur du 28 000 € à peu près sur les bouteilles les mieux vendues. Combien on peut investir sur le prix moyen sinon? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que si on prend ce Musigny, 28 244 €. L'année précédente, en 2020, un autre Musigny du même domaine, dans un millésime de qualité comparable, puisque c'était un millésime 2001, avait été adjugé 17 499 €. Donc ça représente une hausse de prix de 61% de 2020 à 2021. Et alors, ça ne s'arrête pas là, puisque en 2022, le 4 mai, donc il y a quelques jours, le même Musigny, enfin, c'est pas la même bouteille, mais disons que c'est un Musigny toujours du millésime 2006, comme l'année dernière, c'est vendu, on est passé donc de 28 244 € à 34 100 €. Donc en fait, on continue, la hausse de prix se poursuit. Et donc ça, c'est vraiment la grande rareté. Alors, est-ce qu'il faut se concentrer sur cette rareté? Bon, ça, c'est une question de moyens. Est-ce qu'on est prêt à investir une telle somme sur une bouteille? Le pari est quand même assez important. Mais en face de cette rareté... Important, mais risqué? Je dirais pas tant que ça, dans la mesure où la demande elle-même est absolument insatiable, compte tenu du déséquilibre avec l'offre disponible. Alors, après, on n'a peut-être pas envie forcément de mettre tous ses œufs dans le même panier, dans un seul panier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans les autres régions, que ces régions traditionnelles, ou même au sein de ces régions traditionnelles, des domaines, des propriétés qui sont plus émergentes, mais qui travaillent dans un sens qui aujourd'hui est de plus en plus recherché. On parlait du bio, de la biodynamie, voire des vins nature. Vins nature, c'est une niche, mais on a pareil de plus en plus d'amateurs et de plus en plus d'amateurs dans le monde entier qui recherchent ces vins-là. Donc là, on peut trouver des vins à des niveaux de prix qui sont beaucoup moins élevés. Là, je vous ai parlé beaucoup des principales régions, mais si vous allez dans la vallée de la Loire, par exemple, dans le Jura, dans le Beaujolais, qui sont des terres vraiment de pionniers, avec des jeunes vignerons qui s'installent et qui ont le souhait de modifier les pratiques ancestrales et de produire des vins de grande qualité. Là, on a des niveaux de prix moyens qui sont nettement moins élevés. Si je prends le cas du Beaujolais, le prix moyen adjugé en Beaujolais sur Ideal Wine l'année dernière, il est 34 €. Donc, on peut trouver des vins à des niveaux de prix qui sont beaucoup moins élevés, à la condition d'aller rechercher. Et c'est tout le sens de cette analyse, d'ailleurs, du baromètre, qui est d'identifier les domaines dont les niveaux d'adjudication ont été un petit peu atypiques. Les résultats sont atypiques par rapport à la mise à prix. Et c'est ce qui nous fait pointer du doigt les stars de demain. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Angélique de Longcin, d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes cofondatrice d'Ideal Wine et vous publiez donc ce baromètre, les enchères en 2021, perspective en 2022. Vous reviendrez nous voir pour nous donner les tendances, justement, de cette année. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.
C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, les propriétaires peuvent-ils augmenter les loyers autant que l'inflation ? Mauvaise nouvelle, l'inflation impacte déjà le prix des locations. L'indice de révision des loyers ressort en hausse de 2,48% sur un an selon les estimations de l'INSEE. Mais jusqu'où cette augmentation peut-elle aller ? Réponse avec nos deux invités. Arnaud Groussac nous accompagne, fondateur de Patrimoine Store, plateforme digitale d'accompagnement immobilier. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Arnaud Groussac. Laurent Soulier nous accompagne également, directeur marketing IT et excellence opérationnelle chez Foncia. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue, vous aussi. Arnaud Groussac, répercuter l'augmentation du coût de la vie sur les loyers, c'est nouveau ? Alors non, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé parce que l'immobilier, comme on le sait, protège de l'inflation. À deux titres, l'immobilier a toujours suivi dans sa valeur l'inflation et les loyers aussi, sur un long terme, protègent de l'inflation. Ce qui est plus nouveau aujourd'hui, c'est la hausse rapide de cette inflation qui crée un impact fort. Alors, effectivement, vous pouvez répercuter la hausse. Il va juste falloir se poser la bonne question. Dans quelle mesure on peut appliquer les indices ? Parce que très clairement, le 2,48 sur le premier trimestre, c'est que le début. Et certainement que celui du second trimestre va être encore plus haut. Donc il va falloir voir comment on peut, et suivant les secteurs, quels types d'actifs vont pouvoir être réévalués de manière plus importante que les autres et comment on va pouvoir faire avaler ça, entre guillemets, aux locataires qui souffrent déjà aussi de l'augmentation du coût de la vie au travers des charges alimentaires et de chauffage notamment. Donc c'est toute la problématique. Justement, Laurent Soulier, l'indexation du loyer sur cet indice, est-ce qu'elle est systématique ? Alors, il faut savoir qu'on a en France 12 millions de ménages qui sont locataires, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social. Le parc privé, c'est à peu près 7 millions et le parc social, 5 millions. Mais tous ces ménages locataires vont être concernés par une hausse des loyers. L'indice qui sert de référence aujourd'hui pour le calcul de cette hausse des loyers, c'est un indice qui est assez récent finalement. Il a été créé en 2005 et on l'appelle l'IRL. Quel est son objectif ? Et son objectif, justement, en 2005, quand il a été créé, c'était de suivre l'inflation. Parce que avant cette mise en place de cet indice, on avait souvent une indexation liée au coût de la construction, qui était un indice fluctuant avec les normes de construction qui évoluaient. Ce coût de la construction pouvait augmenter. Il n'était pas forcément corrélé à l'inflation. Donc, il avait été décidé en 2005 d'avoir un indice qui suive l'inflation. Et donc, l'IRL aujourd'hui, c'est très concrètement l'inflation. On sort juste le tabac et les loyers de cet indice de l'inflation. Mais donc, globalement, aujourd'hui, l'énergie ainsi que toutes les hausses que l'on voit, alimentaires, matériaux, permettent de calculer cet indice, qui est à 2,48, comme l'indiquait Arnaud, au premier trimestre 2022. Et donc, pour qu'on comprenne bien comment les deux sont corrélés, tel niveau d'inflation équivaut à quelle augmentation de cet indice et donc des loyers ? Alors, c'est une répercussion qui est faite de trimestre à trimestre. C'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas choisir quand il réévalue son loyer. Il va pouvoir, à date anniversaire, suivant la mention qui est faite dans son bail, donc si le bail a été signé en septembre, par exemple, ça va être une réévaluation basée sur le deuxième trimestre de l'année précédente. Et en fait, personne n'a de choix. C'est l'INSEE, donc via l'IRL, qui publie cet indice. Donc, globalement, il est assez proche de l'inflation. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'inflation avait déjà commencé il y a un an, en fait. Voilà, et donc l'indice du premier trimestre, même si elle était plus faible il y a un an, donc elle suit quand même assez bien l'inflation. Alors, on est sur 2,48, donc si on pondère par rapport à il y a 2 ans, on va plutôt être aux alentours de 3,5%, si on appliquait par rapport à il y a 2 ans, mais globalement, on est assez proche de l'inflation. Et donc cet indice, il protège le propriétaire, il protège aussi le locataire quelque part ? Alors dans les deux sens, justement. C'est-à-dire qu'il va protéger le propriétaire pour lui permettre d'avoir une norme et il va aussi protéger le locataire pour pas que le propriétaire augmente de manière un peu hors norme, justement, parce que... Presque un plafond. Voilà, exactement, parce que le propriétaire va souvent avoir tendance à se sentir plus lésé, de dire non, moi je paye plus cher, et pourtant je ne peux pas réévaluer. Donc ça protège vraiment dans les deux sens, et ça norme cette relation. Justement, Laurent Soulier, les dispositifs de plafonnement des loyers, comment ils sont compatibles justement avec cet indice-là ? Alors, il faut savoir effectivement qu'il existe plusieurs dispositifs de plafonnement. Il y a les plafonnements qui sont mis en place dans certaines zones tendues. Donc Paris a été pionnier en 2019, suivi par Lille, et puis un certain nombre de villes, Bordeaux se lance dans l'aventure du plafonnement. Donc c'est la loi qui permet, dans des zones tendues, avec un certain nombre de critères à respecter, de mettre un plafond strict de loyer qui vient s'appliquer à la mise en place d'un locataire, où normalement le marché est libre. Quand vous êtes le premier locataire dans un appartement, il n'y a pas de plafond en dehors de ces zones tendues qui ont mis en place ce type de dispositif. Et puis ça vient s'appliquer au cours de la vie du bail. Si l'application de la hausse du loyer lié à l'inflation nous conduisait à dépasser le plafond, eh bien cette hausse serait plafonnée. Du coup, on ne pourrait pas l'appliquer pour ces locataires.
Ensuite, il existe d'autres types de plafonds. C'est tous les dispositifs, en général, le Pinel, de Normandie, qui sont liés à des aides fiscales et qui, derrière, conditionnent l'obtention de cette aide fiscale à des loyers plafonnés. Par contre, ces loyers suivent eux-mêmes l'indice de référence des loyers. Donc, ces plafonds, eux, vont évoluer en même temps que l'inflation. Je n'ai pas rebondi sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez tous les loyers sont concernés par cette augmentation. Oui. L'indice de référence des loyers s'applique à la fois pour des locations nues ou meublées. Dès que c'est à résidence, en fait, c'est tous les loyers de résidence principale. Évidemment, ne sont pas concernés. Tout ce qui est location saisonnière, tout ce qui est résidence secondaire, ne sont pas concernés non plus parce que les baux courts inférieurs à 1 an, puisque la hausse ne peut s'appliquer qu'à date anniversaire. Donc, évidemment, un bail de 9 mois, un bail mobilité qui serait inférieur à 1 an, ne verrait pas sa hausse appliquée. Le loyer est fixé pour au moins 1 an. Donc, c'est à date anniversaire qu'on peut appliquer cette hausse. Cette hausse de 2,48%, elle est importante, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce qu'elle est historique ? Alors l'ICC, à l'époque du coût de la construction, avait eu des hausses dans les années 90 et début 2000 assez importantes. Et par rapport à ces hausses-là, je voudrais revenir juste sur un point que disait Laurent par rapport à la loi Pinel notamment, et ou de Normandie. Alors de Normandie, un peu moins vrai parce qu'on n'est pas sur des zones tendues. Mais aujourd'hui, nous, on le mesure dans toutes les statistiques qu'on fait. On a une demande énorme sur ces logements en Pinel pour 2 raisons. Ils avaient déjà historiquement un plafond des loyers et surtout, ils correspondent aux dernières normes énergétiques. Donc le locataire, il est gagnant sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois, il a un loyer qui est plafonné, modéré. Globalement, sur Bordeaux, un T2, c'est à peu près 200 € de moins qu'un meublé, enfin qu'un appartement nu classique. Et en plus, il économise sur l'énergie. Et aujourd'hui, on a mesuré 44% de moins de turnover sur les 3 dernières années sur ces logements-là. Donc ça montre vraiment l'impact que peut avoir l'exécutif, pour le coup, quand il arrive à refaire jaillir sur certains pans de l'économie, et c'est très bénéfique. Donc, pour revenir sur la question, est-ce que la hausse est historique ? Non, elle ne l'est pas. Par contre, c'est sa rapidité qu'il est. En général, ces hausses-là, on les avait plutôt sur 3-4 ans. Là, effectivement, d'une année à l'autre, elle y est, et certainement que le 2e trimestre va être aussi encore une hausse importante. Donc, c'est plutôt cette hausse conjoncturelle très rapide qu'il faut vraiment pour le locataire liée à celle de la hausse du chauffage. Et ils sortent d'un hiver où il n'est pas rare d'avoir des locataires qui ont eu 20-30% de plus quand ils sont sortis des tarifs déplafonnés de l'électricité. Et donc, c'est plutôt tout cet aspect psychologique qu'il faut expliquer aux locataires parce que vraiment, c'est un impact sur le coût de la vie. Et peut-être que des propriétaires vont faire le choix finalement de ne pas l'appliquer parce que c'est sur la base du volontariat. C'est ça, le propriétaire doit en faire la demande. C'est ça, c'est pas automatique. Exactement, c'est lui qui peut en fait réaugmenter son loyer sans en informer le locataire. Il informe juste qu'il applique l'IRL, mais il n'est pas obligé de lui envoyer un recommandé, etc. C'est prévu par bail qu'il a le droit à cette hausse. Il a le droit, il n'a pas l'obligation. C'est le point important, Arnaud. Il faut que ce soit prévu dans le bail. Il faut que le bail stipule de manière très claire qu'à date anniversaire, la révision du loyer pourra s'appliquer. Sinon, il faut attendre le renouvellement du bail. Ce qui est important aussi de compléter, de peut-être indiquer en complément, Arnaud, c'est les nouvelles dispositions de la loi climat, qui, elles, vont interdire à tout propriétaire d'augmenter le loyer pour tous les appartements qui sont classés en DPE, F ou G, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc, ceux qui ont une performance énergétique la plus faible vont voir leur loyer bloqué, complètement bloqué, pour les locataires en place, mais également pour la mise en place de nouveaux locataires. Ils ne pourront pas augmenter le loyer au départ d'un locataire pour remettre sur le marché leurs biens s'il n'y a pas eu des travaux de rénovation qui permettent de quitter ces diagnostics les moins performants pour se rapprocher du D ou du C. Donc ça, c'est les normes de demain, on va dire. Donc les passoires thermiques vont bientôt voir les loyers bloqués. Donc ça, c'est dès cet été, dès le 25 août. Et ensuite, elles vont sortir du marché en 2025 pour les DPE-G et en 2028 pour les DPE-F, puisqu'on considérera ces logements comme non décents, donc impropres à la commercialisation, à la location. Donc ça, ce sont pour des types de logements. Est-ce qu'il y a des territoires aussi où la hausse va être plus ou moins importante ? Alors, je pense que les études de Foncia sont plus fines que les nôtres, mais oui, globalement, ce qu'on voit, c'est que toutes les zones tendues n'auront aucun mal à appliquer cette hausse parce que zone tendue, parce que gros manque de logement. Alors moi, je viens d'une ville où on est certainement, on est à Bordeaux, donc extrêmement tendu. Mais globalement, l'indice, c'est ça. C'est plus une ville est tendue, plus vous aurez de facilité à l'appliquer parce que le manque de logement fait que quoi qu'il se passe, de toute façon, vous trouverez toujours un locataire. Et donc se pose vraiment la question sur plusieurs
types d'offres, soit les villes secondaires, qui ont déjà pas mal augmenté avec le Covid, qui ont été vraiment... qui ont été plébiscités ces 2 dernières années. Et ensuite, des marchés un peu différents, comme par exemple la colocation, où il y a quand même beaucoup d'offres aujourd'hui, parce que ça a été, sur les 3-4 dernières années, une espèce d'Eldorado de rentabilité. Et je ne suis pas sûr que ces marchés-là aient la capacité de l'absorber aujourd'hui, la hausse, parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres. Donc, globalement, à chaque fois que l'offre est tendue, on peut. Quand il y a suffisamment de logements, ça va être compliqué d'augmenter indéfiniment. Est-ce qu'on peut contester une augmentation de loyer ? Alors, vous pouvez la contester dans les zones que j'expliquais tout à l'heure, soumises à un plafond de loyer, si elle vous amenait à avoir un loyer qui dépasse ce plafond. Dans les autres cas, si le bail a bien été rédigé et si vous appliquez le bon indice, le loyer n'est pas contestable. C'est l'application des dispositions légales et contractuelles entre le propriétaire et son locataire. À quel niveau d'augmentation donc il faut s'attendre alors là pour la suite ? On en est où ? Alors, on n'a pas de boule de cristal, on en parlait un peu avant, mais globalement, on ne devrait pas être loin des 3% sur le deuxième trimestre parce qu'on on a encore une fois une forte accélération de l'inflation sur les derniers mois. Et comme il y a cet effet retard sur l'IRL, ça devrait arriver maintenant. Oui. Ce qu'on voit également, donc là on parle de la hausse des loyers pour les locataires en place, mais ce qu'on voit, c'est que dans les zones qui sont non tendues, donc pas soumises à des réglementations trop strictes, au départ d'un locataire, on a une très forte hausse compte tenu de la demande. Pour les appartements qui sont les mieux placés, les plus performants au niveau énergétique, on a une très très forte hausse de la demande qui conduit déjà depuis quelques années, c'est un phénomène qui ne date pas de l'apparition d'inflation, à des hausses des loyers dans certaines villes. On citait ceux qui Bordeaux. Souhaiteraient prendre aujourd'hui un appartement dans ces villes-là subiraient de plein fouet la hausse des prix. Exactement, parce que les appartements à Angers, par exemple, sont devenus très très rares. Il y a eu la génération du baby-boom du début des années 2000, des étudiants aujourd'hui qui cherchent des petites surfaces dans des villes étudiantes. Et les passoires thermiques sont déjà boudés par les locataires. Et les passoires thermiques sortent du marché. Voilà. Donc on a ce double phénomène de biens qui sortent du marché locatif et une demande qui est très très forte, qui fait qu'on a eu dans ces zones non tendues d'un point de vue réglementaire, mais très tendues d'un point de vue réalité du marché, des hausses de loyers qui se sont appliquées de 4-5% déjà depuis 2-3 ans. C'est le cas, donc on l'évoquait dans un certain nombre de villes, on peut citer Lyon également, qui avait connu des hausses assez importantes. Et donc, de ce fait, le marché locatif est un marché qui a connu une inflation avant même la hausse de l'IRL, qui, encore une fois, ne s'applique que pour les locataires en place. Après, c'est un arbitrage à faire pour le propriétaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut un peu de stabilité de ses locataires et donc s'assurer de ne pas avoir de période sans loyer, parce que si son locataire, à un moment donné, n'est plus en capacité de payer le loyer, il va chercher un loyer plus faible ou une surface plus petite ou s'éloigner du centre-ville. Et donc, au départ de ce locataire, va s'ouvrir une période de vacances de l'appartement et qui, du coup, pour le propriétaire, lui fait des revenus en moins. Donc, il y a toujours un arbitrage. Donc, le propriétaire peut l'appliquer. Maintenant, est-ce qu'il doit le faire systématiquement ? C'est un calcul au regard du marché, des capacités de son locataire. Et donc, certains nous demandent parfois de ne pas appliquer la hausse, préférant une stabilité de ses locataires. Il nous reste quelques secondes derrière ma question. Jusqu'où va-t-elle aller ? C'était aussi jusqu'où peut-elle aller cette augmentation ? C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle peut être infinie. Enfin, voilà, alors, elle ne sera toujours que plafonnée à l'IRL. Donc après, c'est jusqu'où peut aller l'inflation. On commence à voir certains experts, au-delà de la récession, qui disent que le pic est en train d'être là. Donc on peut estimer que sous un an, ça va se normer. Et après, c'est surtout jusqu'où peut-elle aller, jusqu'au bon sens de la relation entre le propriétaire et les locataires. Et c'est surtout ça qui va primer pour faire cohabiter tout ce monde ensemble. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store, et Laurent Soulier, directeur marketing IT et excellence opérationnelle chez Foncia. Merci à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain.